Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Je t'accueille dans un épisode un peu spécial, un peu plus intime, un peu plus vibrant, parce que Wake Up DS fête ses 1 an. Franchement, je n'en reviens pas. Ce podcast, je l'ai vraiment lancé avec le cœur, l'intuition et un petit peu beaucoup de stress aussi. Je voulais vraiment créer un espace où on ose parler de l'invisible, de l'énergétique, de la puissance du féminin. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, vous êtes là. Vous écoutez, vous vibrez et vous me partagez vos expériences ainsi que vos prises de conscience. J'ai découvert que je vous accompagnais sur des moments clés de votre vie et ça me remplit le cœur de joie. Alors déjà, merci. Merci de me suivre, d'écouter, de partager, de faire vivre cette énergie avec moi. Pour marquer le coup, j'ai eu envie de vous donner la parole. J'ai demandé à mes clientes, à mes déesses les plus engagées, de me poser des questions pour que cet épisode soit un échange, un miroir, un moment de sororité à travers le micro. Vous allez voir, on va parler de mon parcours, de mes ressentis, des soins, des nettoyages, de mes blocages, de mes outils et même de ce que je préfère faire dans tout ça. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et profitez de l'épisode, il n'est rien que pour vous. Alors avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais vous raconter un petit peu comment s'est préparé cet épisode. J'ai posé la question à plusieurs personnes, plusieurs étoiles qui me suivent depuis un moment et j'ai même posté en story une proposition de me poser des questions. Et très honnêtement, j'ai vraiment cru que vous alliez me poser des questions plutôt spirituelles, énergétiques, mais des choses assez générales. Et finalement, la grande surprise que j'ai eue, ça a été que vous souhaitiez vous intéresser spécifiquement à mon parcours. Alors, j'ai trouvé ça plutôt rigolo parce que, comme on fête les 1 an du podcast, je trouve qu'effectivement, c'est la bonne occasion de me découvrir un petit peu plus, de parler de la personne qui est derrière le micro. Et je trouve que vous avez posé exactement les bonnes questions, j'aurais pas mieux fait. Donc, merci vraiment à toutes ces étoiles qui brillent dans ma constellation, qui m'accompagnent et qui sont curieuses de toujours en savoir un petit peu plus. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous partager, au mieux, toutes mes réponses. Alors, j'ai vraiment fait un tri, j'ai regroupé les mêmes thématiques. S'il y a des réponses auxquelles je n'ai pas répondu, je m'excuse par avance et vous pourrez me les poser du coup en privé, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre en tout cas à un maximum de questions. Donc on va commencer dans un premier temps par mon chemin énergétique, un peu mon parcours, mon éveil et finalement comment j'ai pu prendre conscience que c'était la voie qu'il fallait que je suive. Donc dans un premier temps, la première question qui m'a été posée, c'est comment as-tu découvert l'énergétique ? Vaste question. Alors je crois que je l'ai raconté à plusieurs reprises, mais c'est l'occasion effectivement d'en reparler. J'ai vécu des événements qui m'ont poussée à m'éveiller en fin de compte. Bien souvent, on explique qu'avant un éveil, il y a ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. On peut avoir un burn-out, on peut avoir une dépression, on peut avoir plein de choses, un accident, quelque chose. Moi, personnellement, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Malheureusement, j'ai eu donc du coup besoin de passer par une PMA pour devenir maman. Mais finalement, alors que l'événement au départ a été un petit peu tragique, parce qu'en plus ça s'est pas très bien déroulé au départ, j'ai eu comme une prise de conscience. Quelque chose qui m'a dit qu'en fait, la vie elle était trop courte pour continuer à faire ce que je faisais. Et ça m'a mis ensuite dans un état où je marchais à côté un petit peu de mes pompes. J'avais besoin de trouver quelque chose qui donnait du sens à ma vie, parce que matériellement, j'avais un travail, j'avais une nouvelle maison, on venait d'emménager, j'avais un bébé, une petite fille en l'occurrence, et finalement, il y avait une espèce de chape grise au-dessus de ma tête. Et cette chape, finalement, j'arrivais pas à la faire partir. J'avais beau consciemment me dire, il y a quelque chose que je dois faire bouger, je ne savais pas comment faire. C'est là qu'est rentrée
dans ma vie, l'énergétique. C'est-à-dire qu'au contact d'une amie qui elle-même s'était formée à l'hypnothérapie, elle m'a proposé justement de me faire une séance et de cette séance, mon ciel s'est littéralement dégagé. Elle a su trouver les mots, elle a su remettre mes énergies en place et elle m'a aussi conseillé énormément. Dans un premier temps, elle m'a énormément guidée et puis à un moment donné, elle m'a lâché la main en me disant: «Écoute, tu as ton chemin à faire, tu dois trouver les réponses aussi toute seule». Et c'est là que je me suis, lancée dans des recherches pour vraiment trouver, ce qui résonnait le plus avec moi finalement. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un peu peur. On est dans une vastitude d'informations et je savais absolument pas dans quoi m'engager. Le truc, c'est que j'avais une croyance limitante qui me faisait penser que je n'avais aucun magnétisme dans les mains, qu'en plus je faisais crever les plantes, donc pour moi c'était absolument pas une bonne chose. Mais finalement, je me suis laissée convaincre par le site d'une femme super qui s'appelle Charlotte Tisserand et elle proposait justement des ateliers de magnétisme. Donc j'ai suivi sa page, je me suis inscrite à un atelier, j'y suis allée et là j'ai quand même découvert que j'avais du magnétisme dans les mains, que ça bougeait fort et que ça pouvait faire des choses assez incroyables sur le corps. Donc de là, Charlotte nous a parlé de son parcours et elle a parlé du Reiki. J'ai découvert le Reiki. La problématique que j'ai eue, c'est que je travaillais à 1 heure et demie de train de chez moi et que, autant vous dire que quand je rentrais le soir, je partais à 7 heures le matin, je rentrais à 7 heures le soir, plus m'occuper de ma famille, c'était compliqué. Mais comme l'univers a toujours un plan, j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que j'ai été mise sur le chemin d'une femme qui proposait du coup des cours de Reiki en ligne, qui avait une école de Reiki et qui proposait des cours en ligne. Et là, j'ai trouvé ça fabuleux parce que je pouvais me former à mon rythme, à distance, et en plus, du coup, je pouvais développer l'énergie. Alors, pour ceux et celles qui vont se poser la question de se dire, est-ce qu'une formation à distance est aussi efficace qu'en présence? J'ai vraiment envie de dire que c'est comme les soins. C'est l'expérience qui change. Parce que pour être très honnête avec vous, je me suis aussi formée auprès d'une autre femme en présence. Et en l'occurrence, j'ai pas trouvé l'expérience plus épanouissante qu'à distance. Tout simplement parce qu'à distance, notre prof était très très disponible, qu'on avait la possibilité d'échanger régulièrement avec elle, qu'on avait des visios régulières et que pour le coup, j'ai beaucoup plus avancé à son contact qu'avec la personne qui m'a fait passer mon premier degré en présence. Je ne critique absolument pas son apprentissage, simplement j'ai trouvé que il n'y avait pas d'encouragement derrière à passer les autres niveaux. J'ai pas été stimulée. Par contre, j'ai fait l'expérience pour me rendre compte de ce que ça pouvait faire une initiation en présence. Du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait en présence et à distance. Et ça m'a permis du coup, de faire mon choix et de comprendre aussi que finalement, l'énergie, elle est partout. Que la personne soit au Canada et moi en France, ça ne changeait strictement rien. Ensuite, j'ai passé du coup tous mes niveaux de Reiki et puis toujours cette femme m'a appris du coup à me faire confiance et m'a indiqué que potentiellement j'avais quelques capacités pour connecter avec les nettoyages de lieux, avec justement l'ombre. Alors j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur au départ. Je me suis dit non mais moi je veux voir que le beau, je crois comme un petit peu tout le monde. Et finalement, je me suis formée également à travailler sur la transmutation des énergies sombres et j'ai trouvé ça fabuleux. C'était comme une évidence, donc je pense qu'effectivement, il y avait déjà un terrain qui était présent. J'ai découvert que j'étais passeuse d'âme, au passage, et ça a été vraiment une grande décision que j'ai prise dans ma vie, mais que je ne regrette absolument pas. J'ai découvert ensuite plein d'autres techniques. Il y a eu le Reiki arcturien, qui est une chirurgie du Reiki. On a aussi l'énergie du Reiki Kundalini qui décristallise les émotions. Et puis je me suis formée à plein d'autres pratiques. Celle que vous connaissez sans doute le plus avec moi, parce que j'en ai beaucoup parlé, c'est la guérison d'Isis, mon coup de cœur.
L'énergie d'Isis, ça m'a vraiment permis de travailler sur ma confiance en moi, sur justement encore aller plus loin dans ce nettoyage des ombres, défaire de certaines malédictions, magie, bref, c'est vraiment un univers qui me plaît vraiment. Et je me rends compte au fur et à mesure du temps que tout est en train d'évoluer, que je connecte encore avec d'autres énergies. Ça peut être avec le monde angélique, ça peut être avec les élémentaux, ça peut être avec les êtres de la nature. Bref, en gros, il ne faut absolument pas se fermer à une pratique ou à une formation parce que bien souvent, la vie nous met sur le chemin des énergies qu'on doit rencontrer. Et donc c'est en ça que je vais essayer de vous transmettre cette confiance pour que vous puissiez ne pas vous limiter à ce que vous avez sous le nez et justement à vous ouvrir à ce qui vient à vous parce que très souvent, vous avez des signes autour de vous. Et c'est hyper important de vous faire confiance et de vous dire, allez, je teste. Je vais revenir à la liste de vos questions parce que je crois que la première question, j'y ai répondu. Voilà comment je l'ai découvert et comment je l'ai développé. J'y reviendrai dans d'autres moments avec d'autres questions, mais voilà un petit peu les grandes lignes. Ensuite, on m'a posé la question de est-ce que tu avais déjà des signes étant enfant? Alors c'est rigolo parce que quand on est enfant, je crois qu'on se rend pas vraiment compte. On croit que c'est normal, on croit que avoir un ami imaginaire, tout le monde en a un. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup à en avoir eu un, mais c'est vrai que ça part plus ou moins vite chez certains parce que des fois les parents ne nous autorisent pas non plus à avoir ce genre de pensée, de croyance, parce que ça peut leur faire peur, tout simplement, et puis parce que la société fait que très rapidement, on essaye de nous mettre dans un moule où tout est logique et que tout l'irrationnel, ça n'existe pas, voire ça peut faire peur, donc hop, on met ça dans un placard. Donc oui, quand j'étais enfant, j'ai perçu des choses que j'ai pas conscientisées tout de suite, et puis je m'en suis rendu compte en grandissant. Mais de toute façon, clairement, à l'âge adulte, j'ai repris tout ce que je faisais déjà quand j'étais plus jeune. Par exemple, ado, j'ai eu une passion pour tirer les cartes. Je comprenais pas d'où ça venait parce que personne dans ma famille le faisait. Mais j'ai découvert ensuite que si, il y avait un membre de ma famille qui le faisait, mais qui le faisait un petit peu caché parce que il avait le sentiment que quand il le faisait, il y avait une sorte de malédiction ensuite qui revenait, c'est-à-dire qu'il se prenait une contre-attaque après. Simplement, il n'avait pas compris que il y avait besoin d'un échange et que du coup, quand il le faisait sans échange, eh bien, il y avait effectivement un blocage. L'abondance était bloquée et donc il se prenait quelque chose de négatif pour qu'il comprenne. Et j'ai découvert ensuite par la suite que sa propre mère faisait aussi tirer les cartes et donc j'ai mieux compris mon, mon amour pour cet art. Et puis il y a évidemment tout ce qu'on peut voir, les hallucinations, je dirais, c'est ce que les adultes disent, mais il s'est passé plein d'événements dans des maisons de copines quand je vivais en province. Et là, franchement, bah, je peux dire que j'ai clairement vu des esprits, des fantômes. On s'est retrouvés enfermés dans une grange, ça tapait dans les murs. Bref, ça a été un truc incroyable. Parti comment dire, d'une plaisanterie en fait où on voulait faire une fausse séance de spiritisme, on s'est fait avoir à notre propre jeu. Donc ça a été assez fou. Donc oui, quand j'étais petite, j'avais déjà des signes, en tout cas une sensibilité à tout ça que j'ai refermée par peur. Et puis bah, maintenant en fait que j'ouvre de nouveau. Donc en fait ils étaient toujours là, mais j'avais juste fermé la porte. La troisième question, c'est quelles ont été les grandes étapes de ton chemin? Alors c'est intéressant parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans la première. Il y a eu déjà effectivement cet éveil où justement il a fallu que je m'ouvre à des connaissances, au monde spirituel, au fait que il n'y a pas de hasard, au fait que tout est interconnecté et au fait qu'on est actrice et acteur de notre destin. Donc ça a été, oui, cette prise de conscience-là, je dirais, ce soin énergétique, cette hypnose, elle a été hyper révélatrice. Et puis après, finalement, les grands moments, eh ben, ça a été mes passages de niveau dans le Reiki, ça a été donc mes initiations, ça a été mes premiers soins.
Mes premiers soins sur mes amis, où vraiment déjà il y a eu des sensations assez folles, assez incroyables, des messages qui sont venus, c'était juste dingue. Et là je me suis dit mais comment je vais canaliser tout ça? Et puis il y a eu le premier soin sur une personne que je connaissais pas. Et là ça a été un soin incroyable. Ça a été fou, il y a eu des perceptions des deux côtés et surtout une récupération de la vue sur les côtés. Il y avait vraiment un blocage énergétique à ce niveau-là et ça a été rempli d'émotions, de joie, de surprise, d'excitation. Enfin, ça a été vraiment, vraiment dingue. Et puis après, bah, ça a été quitter mon travail et me lancer comme énergéticienne officiellement. Ça a été, ça a été aussi ça, une aventure folle. Euh, ça a été une évidence en même temps, mais ça a été complètement fou euh, à se lancer comme ça. Il y a eu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, il y a eu déjà plein de belles rencontres sur mon chemin. Et puis, je dirais que un des derniers, ça a pu être justement bah, le lancement de ce podcast. Où vraiment ça a été un challenge. Il a fallu que j'ai eu un temps limité pour le faire, donc ça m'a challengé énormément. Et puis ça m'a rempli d'une fierté incroyable. Et je me suis dit, j'ai pu le faire, donc maintenant je peux tout faire en fait. C'est assez fou le fait d'avoir passé ce plafond de verre. Ça a été vraiment de se dire que bah, si j'étais capable de faire un podcast, et de le publier et qu'il soit écouté, bah, après tout, maintenant, je peux vraiment tout faire. Donc, je dirais que ça a été mes grandes étapes. Après, il y en a plein d'autres, mais je dirais que ça a été vraiment celles qui me viennent comme ça spontanément en tête. Alors après, on m'a demandé quelle formation j'ai suivie. Donc j'en ai parlé aussi également dans la première question. Donc j'ai suivi l'enseignement d'Isabelle Churchill pour le Reiki. Ensuite, j'ai suivi d'autres formations. Alors malheureusement, je ne me souviens pas des noms de tous mes formateurs parce que j'aime bien faire plein de petites formations tout le temps. Je me suis formée du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Reiki Kundalini. Je me suis formée au Reiki arcturien, je me suis formée au Reiki Shambhala. Je me suis formée à Isis, je me suis formée à l'énergie de Ré. Là, je suis en train de me former sur tout ce qui est transgénérationnel, constellation familiale. Ça, c'est un petit scoop, parce que là, j'en ai pas encore parlé. Donc, je suis en train de me former à ça. Je me suis formée à plein de choses, en fait. J'ai plus tout, forcément, parce que j'ai pas tout gardé en tête, mais j'ai fait aussi une formation sur la méditation, sur la pleine conscience, aussi un peu sur le coaching, sur l'hypnose spirituelle. Je suis en train de refaire le fil comme ça. Parce que déjà, j'aime plein de sujets. Et alors quand j'aime, ben, je me forme à plein de trucs. Donc du coup, c'est pour ça que je ne me ferme aucune porte. Parce que je me dis, après tout, si ça m'intéresse, si ça me plaît, eh ben, je me forme et je vois ce que j'en fais. C'est pas forcément que ensuite je vais le placer dans ma pratique quotidienne, mais par contre, ça reste un outil pour moi et ça m'accompagne bah, dans les accompagnements que je fais avec vous, dans vos séances. Et là, en ce moment, ma passion, c'est la musique avec tous les instruments spirituels qu'on peut avoir, le diapason, le tambour chamanique, les cloches tibétaines, bref, j'en passe et des meilleurs. J'adore ça, je suis en train de monter ma collection. Et du coup, pour ceux qui viennent me voir en présence actuellement, j'utilise les diapasons et franchement, c'est juste fou de voir un petit peu ce que ça fait dans le corps. C'est vraiment bluffant. Alors, la cinquième question, comment as-tu appris à faire confiance à tes ressentis? Waouh! Alors ça a été toute une étape et même encore aujourd'hui, par moments, je me fais pas complètement confiance. Des fois, j'ai besoin encore d'une confirmation. Je dirais que dans un premier temps, ce qui peut aider, ça peut être le pendule. Le pendule, ça peut justement donner quelque chose de concret dans les mains et avec le mouvement, en fait, en fonction de ces réponses, on va sentir ensuite dans le corps comment on se sent par rapport à la réponse. Parce que des personnes vont me dire, bah oui, mais des fois, on peut influencer le pendule. C'est vrai, on peut influencer le pendule. Par contre, en fonction de quand tu tiens le pendule, si tu es bien aligné, donc ça demande quand même une préparation, hein, on va pas se mentir, on va pas prendre un pendule comme ça et faire n'importe quoi. Une fois qu'on est bien préparé,
Tout part du protocole, hein, de toute façon, avec la protection, la purification, l'ancrage, ça c'est la base pour avoir une bonne pratique et ne pas attirer n'importe quoi à soi. Mais pour le coup, moi, le pendule, ça a été vraiment mon témoin. Ça a été celui qui m'a permis d'aller chercher un peu plus loin, d'oser voir un peu plus loin. Et de toute façon, quand je vois une réponse, je sens dans mon corps si c'est OK ou pas. Si c'est pas OK, je vais sentir comme une espèce de raideur. Je vais pas être OK avec la réponse, je vais trouver ça bizarre, il va se passer un truc dans mon corps, je sais pas l'expliquer. Ça, pour le coup, c'est personnel à chacun. Et puis quand je sais OK, bah, c'est tellement fluide en fait que je me pose pas la question. C'est vraiment, Après pour les personnes qui sont pas très penchées sur, le pendule, il y a, des mouvements de kinésiologie qui sont très simples à mettre dans son quotidien. Tout simplement se mettre sur ses 2 pieds, fermer les yeux, se poser une question fermée. Quand on parle d'une question fermée, c'est réponse par oui ou par non. Et en fait, on laisse son corps aller naturellement vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de la question. Si c'est vers l'avant, votre corps vous dit que c'est OK, c'est sans danger. Quand vous allez en arrière, votre corps vous déconseille de faire cette action ou d'aller à tel endroit ou de voir telle personne, peu importe, ça dépend de votre question. Pourquoi votre corps il se trompe jamais? Parce qu'en fait c'est votre pendule intérieur et parce qu'il est dirigé par votre cœur et que votre cœur c'est exactement où vous vous dirigez. C'est ça qui peut être un petit peu plus difficile à comprendre pour les personnes qui sont un petit peu terre à terre, mais faites l'expérience. Franchement, là ça vous coûte rien du tout. Vous vous posez les pieds à plat, vous choisissez une question que vous avez en tête et pouf, vous vous la posez. Si vous sentez que votre corps il bloque, que vous avez ni un mouvement vers l'avant ni un mouvement vers l'arrière, ça veut dire que votre mental il s'est déjà trop impliqué dans la réponse. Vous avez trop réfléchi. Donc dans ces cas-là, je vous dis, secouez-vous un peu les bras, les jambes, faites autre chose et puis vous y revenez quelques minutes plus tard. Et puis vous allez voir, en fait, la réponse elle va venir toute seule. Ce que je tiens quand même à préciser, ne posez pas 36 fois la même question. Parce que, bien évidemment, à un moment donné, votre corps va forcément bugger. Donc l'idée, c'est vous posez la question, vous avez un mouvement dans votre corps, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, c'est une réponse. Et ensuite, vous passez à autre chose. Vous ne recommencez pas 36 fois à poser la question, est-ce que je dois aller à telle fête? Est-ce que je dois aller à telle fête? Est-ce que je dois aller à telle fête? Peu importe. Là, non. Et si c'est pour une question sentimentale, c'est pareil. Si votre corps vous dit non, surtout pas cette relation, n'y allez pas. Après, si vous y allez, c'est parce que vous avez envie d'expérimenter quelque chose. Et après, il faut s'attendre justement au retour de bâton. Mais ça, après, c'est vous que ça regarde. Donc, comment j'ai appris à faire confiance à mes ressentis? Alors, il y a eu ces techniques-là déjà, avec le pendule, la kinésio. Et puis après, il y a eu surtout les retours par rapport à ce que je pouvais dire aux gens en séance, où justement je donnais des informations. Et puis finalement, et même encore maintenant, hein, quand je vous fais une lecture d'âme par exemple, je pars de zéro, je ne vous connais pas, je ne vous demande aucune information, si ce n'est votre nom, prénom, date de naissance. Et ensuite, je laisse venir les choses. Alors, je peux m'aider de mon pendule, je peux m'aider de cartes. Et après, c'est comme si le puzzle se faisait dans ma tête. Ok? Du coup, quand je vous fais mon retour, finalement, c'est vous qui me donnez la confirmation. Et donc, depuis le temps maintenant, depuis que je consulte, eh bien, j'ai assez de témoignages et de retours pour me dire que, ouais, je me trompe pas et que oui, je peux me faire confiance et que oui, des fois, ça peut être, juste un problème d'interprétation. Parce qu'on est humain et parce que des fois, on a une certaine logique et que quand on a certaines informations, on les comprend dans un sens, mais que quand on les retranscrit, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend avec le temps, d'essayer d'avoir toujours une posture neutre et de ne pas être dans le jugement parce que des fois, il y a des informations qui viennent et on se dit mais non, mais c'est pas possible, je peux pas. D'ailleurs, un exemple tout bête, j'ai fait un tirage à une amie qui du coup me dit voilà, j'ai besoin d'y voir plus clair, est-ce que tu peux me faire un tirage, tout ça, tout ça. Bref. Je lui fais son tirage et je me rends compte qu'il y a quelque chose dans le tirage qui est pas très agréable à dire, vraiment naze. Et du coup, je me sens pas de lui dire parce que je me dis mais la pauvre,
ça se fait pas, comment elle va le prendre? Bref, j'étais vraiment pas sûre de pas sûre de moi à ce moment-là pour lui dire, je me sentais vraiment pas de le faire. Donc je lui passe toutes les infos sauf celle-ci parce que je me dis: «Non mais ça, je la mets de côté». La nuit qui a suivi, j'ai rêvé de son chat, mais de son chat décédé depuis quelques années, qui rampait vers moi et qui sortait de sous ma couette et qui me dit: dis-lui, dis-lui. Et je comprenais, enfin j'ai eu super peur et je me dis: mais qu'est-ce qu'il vient me dire là? Je comprends pas. Et en y réfléchissant après, je me suis rappelé effectivement du tirage et j'ai fait le lien. Je me suis dit: mince, effectivement, il y a quelque chose que je ne lui ai pas dit. Et là, finalement, son chat, qui, d'après mon amie, elle le considère vraiment comme son gardien du monde subtil, était venu justement faire le taf pour me passer le message. Donc le lendemain, je l'ai recontacté, je me suis excusée et je lui ai dit ce que je n'osais pas lui dire, en lui expliquant bien évidemment le rêve. Et là, j'ai vu un soulagement littéral enfin j'ai entendu surtout parce qu'on était au téléphone. Vraiment, ça a été d'un seul coup, elle m'a dit: «Mais merci, tu sais pas à quel point ça me soulage que tu me dises ça parce que justement, je ne savais pas quoi faire par rapport à cette situation et finalement, c'est génial». Donc, comme quoi, la morale de cette histoire, c'est que même quand on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui est pas très agréable à dire, il faut le dire avec, douceur, avec bienveillance, mais il faut rien retenir parce qu'en fait, ça peut changer des vies, tout simplement. Donc voilà un petit peu, tout ce mais ça se travaille encore maintenant, hein. Je me fais confiance, oui, c'est sûr. Par contre, il y a encore des fois où je me dis: «Waouh, c'est énorme. Est-ce que vraiment je dois me faire confiance à ce point-là ou pas?» En fait, c'est fluctuant, mais dans la majorité des cas, maintenant je me pose plus la question et c'est comme ça qu'en fait, mon mental ne vient plus non plus me parasiter. Et puis pour terminer cette session-là, la sixième question, c'est: «Est-ce que tu t'es sentie légitime dès le début?» Alors pas du tout, pas du tout, du tout. Ce qui moi m'a aidée, c'est le fait de passer des diplômes parce que le fait d'afficher mes diplômes sur mon mur, a fait que oui, je me sentais, du coup, légitime de recevoir, légitime de facturer mes séances, légitime de, faire circuler l'énergie dans le corps des autres. Et puis, je dirais qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vraiment, depuis que j'ai accroché mes diplômes dans ma pièce de soins, si j'ai en tout et pour tout 3 personnes qui m'ont demandé, mes formations, sur, je dirais maintenant, parce que depuis le temps, ça fait 5 ans au moins que je pratique, hem, je dirais sur à peu près plus de 300 soins, 3 personnes qui m'ont demandé mes qualifs. En fait, je crois qu'en fait, ça a fini de me convaincre en fin de compte. Donc non, au début, j'étais absolument pas légitime. D'ailleurs, je faisais des tarifs, mais alors tellement bas, que du coup, j'arrivais quand même à avoir des personnes qui me disaient que c'était, trop cher. Pour la petite info, j'étais à 30 €. On me disait que c'était trop cher. Donc là, je me suis dit: «Il y a un truc» et parce que ça fait douter, en fait, hein, dans ces cas-là, on se dit: «C'est pas possible», et là, du coup, les choses, ont pris une autre tournure à partir du moment où je me suis calée sur, les prix du marché. Et là, depuis, je n'ai plus aucune personne qui me dit que c'est trop cher. Maintenant, ça n'empêche qu'il peut y avoir des personnes qui le pensent, mais la plupart du temps, les personnes me disent que, soit je pourrais faire plus, soit elles se disent que, bah, c'est un cadeau qu'elles veulent s'offrir, donc elles vont le demander, pour leur anniversaire. Bref, elles vont trouver une solution pour faire le soin, mais je n'ai plus jamais eu, cette, réflexion sur les tarifs. Comme quoi, il faut vraiment se mettre au juste prix, voir sa valeur et tant qu'on n'y est pas, ça marche pas. Là, je peux vraiment l'expérimenter, à fond et vous le dire. C'est-à-dire que moi, avant, j'entendais les autres qui disaient: «Oui, il faut pas se sous-vendre», et en même temps, quand on regarde un petit peu, qu'on fait une étude de marché en fonction de là où on habite, comment on reçoit ou autre, on te dit: «Bah, il faut que tu sois plutôt dans ces tarifs-là, parce que ci, parce que ça». En fait, c'est n'importe quoi. Tu vends une expertise, tu vends du temps, tu vends ton énergie, tu vends ton image. Donc en fait, le truc, c'est que ta légitimité, c'est tout ça. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu veux, transmettre,
C'est ton savoir-faire, c'est ta bienveillance, c'est ton énergie, c'est l'amour de ce que tu fais, c'est tout ça en fait. Et si toi, à l'intérieur, ben, tu as fait tout ce qu'il fallait et que ton intention, elle est bonne, elle est d'aider les autres, de vouloir les aider à se déverrouiller, à se débloquer parce que toi, tu as compris des choses et que tu as envie de le partager, eh bien, pour moi, la légitimité, elle est là. Et il n'y a pas à se poser 36 000 fois la question. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais de toute façon, on se comparera toujours avec le voisin d'à côté. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, chacun est différent et chacun a quelque chose à apporter. Et je pars du principe qu'on n'attire pas les gens par hasard. J'ai remarqué, moi, que ma clientèle a beaucoup évolué depuis des années. Qu'au départ, j'avais effectivement beaucoup de personnes qui étaient dans le doute, le questionnement, même des énergéticiens et énergéticiennes qui voulaient se lancer mais qui n'avaient pas de clients. Et puis bah, maintenant, ça évolue et maintenant, j'ai des thérapeutes qui, par contre, veulent débloquer quelque chose, une perception. Mais je n'ai plus de thérapeutes qui galèrent à trouver des personnes. Donc, tout ça pour vous dire que je le dis souvent, c'est une de mes phrases fétiches, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous attirez des personnes qui vous font douter, c'est parce que vous doutez. Partez du principe que c'est vous qui pouvez changer la donne. Et donc, si vous commencez à vibrer la confiance et que vous attirez la confiance, même si ce n'est pas tout le temps le cas en vrai à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, vous allez voir que vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Et ça, j'ai pu le vérifier. Et j'aurais beau par contre vous le dire, vous l'expliquer, tant que vous ne l'aurez pas vécu, tant que vous ne l'aurez pas expérimenté, ça ne vous parlera pas. Vous vous direz, bah ouais, mais c'est un peu facile. Mais non, en fait, c'est plus simple que finalement ce qu'on peut imaginer. On s'en fait toute une montagne, mais finalement, à partir du moment où on décide qu'on veut que ce soit comme ça et pas autrement, finalement, on réclame son pouvoir personnel, eh bien, c'est là que ça fait toute la différence. Et vous avez été aussi les architectes de ça pour moi. C'est-à-dire que vous m'avez envoyé des messages qui m'ont encouragé, vous m'avez envoyé des demandes de soins qui m'ont challengé. Et comme je suis assez curieuse et que je suis un peu aventurière, un peu beaucoup aventurière dans tout ce qui est énergétique, j'aime essayer plein de choses. En fait, je ne me mets pas de limites et je teste. Et comme ça fonctionne, bah après, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Donc du coup, c'est comme ça qu'on évolue aussi. C'est se challenger sans arrêt, sortir de sa zone de confort sans arrêt. C'est peut-être un peu bateau, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est exactement ça. Alors, on va passer à la partie 2. Parce que, il faut le savoir, on est quand même... Enfin, je voulais faire une petite conclusion à cette partie-là. C'est que aujourd'hui encore, comme je vous l'ai dit, je suis en formation, je suis toujours en apprentissage et justement le fait que vous me posiez des questions comme ça sur ce que je ressens, sur ce que je vois, comment je le vis, ça me fait aussi travailler sur moi et ça me fait continuer à avancer tout simplement. Donc je vais attaquer la partie 2. Perception, ressenti et canalisation. Alors, la thématique c'est comment je reçois les informations, mes outils, mon intuition. Bon, je vous en ai déjà parlé un petit peu, donc je vais peut-être faire un petit peu plus court sur ces questions-là. La première question, ça a été, quand tu perçois quelque chose dans un soin, ça te vient comment? Alors ça, j'adore. Moi, ça me vient par image. Mais il y a d'autres canaux qui se développent. Donc, j'ai par exemple... Donc moi, c'est la vue, dans un premier temps. Quand je ferme les yeux et que je pose mes mains sur quelqu'un, voire même, j'ai pas besoin de poser nécessairement les mains sur quelqu'un, quand je ferme les yeux et que je suis en présence connectée en fait à l'énergie de la personne, j'ai des images qui arrivent. Comme un film, en fait. C'est comme si j'étais devant mon écran et je regardais un film. Donc des fois, ça peut être des images du passé. Alors quand je parle du passé, c'est des vies antérieures. Des fois, ça peut être des images qui essayent de me faire comprendre quelque chose. Des fois, ça peut être aussi des scènes ou une chanson ou un film que j'ai vu qui me montre une scène pour me faire comprendre qu'il se joue la même chose dans la vie de la personne. Donc voilà comment ça me vient. Des fois, ça peut arriver par le biais de frissons. Ça peut arriver par le biais de mots qui arrivent, mais alors je suis pas très auditive et donc vraiment quand il y a des mots qui arrivent, ça me surprend tellement toujours que du coup, là pour le coup la confiance, hein, une fois de plus,
Ça m'intrigue toujours. Je me dis: «Waouh, mais comment j'ai fait pour entendre ça?» Et donc je demande toujours confirmation, bien évidemment. Mais souvent, en fait, quand j'entends, c'est parce que vraiment, il faut que je passe, par exemple, un prénom, où il y a quelque chose, il y a un mot vraiment qui doit sortir. C'est très important, c'est sans doute une clé pour la personne et là, je dois le dire. Mais donc voilà, moi, c'est par la vue. Est-ce que tu as été initiée à tout ça ou c'est venu naturellement? Alors, je dirais qu'au fur et à mesure de mes formations, j'ai appris en fait à, ressentir et puis après j'ai fait aussi beaucoup de recherches personnelles, pour comprendre en fait ce que je ressentais, comment je pouvais l'interpréter. Je suis une fan absolue de toutes les symboliques, donc sans arrêt, je lis des choses sur la symbolique des animaux, des lieux, des mots. Alors, je suis méga fan des symboles cachés dans le langage des oiseaux d'ailleurs. Tout ce qui est numérologie, tout ça, enfin, ce sont des sujets sur lesquels je pourrais passer un temps infini à lire des choses. Et puis, on va pas se mentir, la pratique, ça aide. Les échanges aussi avec d'autres personnes qui sont connectées, qui canalisent des choses. Je sais que j'ai énormément appris avec mon amie Viviane, qui, elle, entend. Alors moi je vois, elle entend. Et donc du coup toutes les deux, on s'est beaucoup beaucoup fait avancer sur plein de thématiques. On s'est aussi beaucoup appris et apporté mutuellement. On a avancé ensemble. Enfin je parle au passé, mais en fait on avance toujours ensemble. Mais c'est juste qu'au début, ça a été très intense et ça a été comme une formation accélérée en fait. Et elle avait des compréhensions, vivait des choses quelques jours avant moi, je les vivais après, et ainsi de suite. Par moments, on avait des choses en décalé. Donc c'est vrai qu'avoir la chance de pouvoir échanger avec une personne qui est spirituellement très éveillée, ça peut aussi booster ça parce que en fait, on reçoit des messages, des confirmations, et en fait, ça nous fait travailler 2 fois plus. Donc c'est sûr que une personne qui se sent, isolée par rapport à ça et qui est, seule dans ce monde-là, mettra effectivement beaucoup plus de temps, à développer certaines choses parce que, elle aura pas la chance de pouvoir échanger. C'est pour ça que c'est assez important de pouvoir trouver une personne de confiance avec qui échanger sur ces sujets-là. Ça peut être par le biais effectivement d'énergéticiens, d'énergéticiennes, de voyants, médiums, peu importe, il y a plein de thérapeutes maintenant. Et les forums, tout ça, je trouve que... Alors, je vais pas dire le contraire parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi beaucoup de belles âmes. Mais c'est vrai que il faut quand même faire très attention à qui on trouve sur ces forums parce qu'il y a quand même bien souvent plus de personnes pas forcément bien intentionnées que de bonnes personnes. Donc il faut vraiment faire le tri et savoir où aller, où trouver les belles âmes. Mais souvent on est un peu guidé quand même pour trouver les personnes comme ça qui nous correspondent. Ensuite, comment tu sais ce que tu dois faire? Tu te sers de quoi? Intuition, pendule, oracle, méditation, etc. Je peux dire tout. Je me sers de tout. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon best, mon meilleur ami, c'est mon pendule. J'ai plusieurs pendules. J'en ai un pour faire les soins, j'en ai un pour faire les lectures d'âme. Il y a vraiment en fait une utilité à chacun. On peut, à mon sens, hein, un pendule peut pas tout faire. Il a un domaine de prédilection. En l'occurrence, moi j'ai pu le tester de cette façon-là. Et, euh, et du coup, il est beaucoup plus efficace quand je l'utilise pour, par exemple, les lectures d'âme. Il est vraiment spécifique à ça. Et pour les soins, j'en ai un petit peu plus gros qui, du coup, a un mouvement aussi qui, je trouve, en tout cas, m'accompagne plus dans le soin. Après, libre à chacun, effectivement, de faire ce qu'il veut. Une fois de plus, c'est juste mon opinion et mon expérience. Les oracles, j'adore. La preuve, je suis même en train d'en créer parce que je me suis rendu compte d'une chose. Je sacralisais énormément les oracles. Je pensais que les gens qui faisaient des oracles étaient vraiment bénis des dieux. Euh, à mon sens, c'est pas vraiment le cas. Pas pour les dénigrer, pas du tout. Je dirais qu'en fait, on est tous en capacité, si on le souhaite et si on en ressent l'appel, de le faire. C'est-à-dire que un oracle est un outil. C'est un outil pour recevoir des informations, pour recevoir une direction, des conseils. Et donc finalement,
à partir du moment où on a une petite expérience et où on sait à peu près dans quel domaine on veut évoluer, euh, bah, en fait, on peut se créer un oracle. On peut même créer un oracle simplement avec des images, ou alors un oracle avec oui, non, peut-être, enfin pour avoir des réponses tout simplement. Alors, je suis pas en train de vulgariser la pratique, hein, c'est pas là du tout mon intention, mais je dirais qu'en fait, pour moi en tout cas, c'est devenu une nécessité de créer des outils adaptés. Un peu comme un menuisier qui aurait besoin de créer ses propres outils pour pouvoir ensuite travailler sur une charpente. Bah moi en fait c'est exactement ce que j'ai besoin. Parce que dans le commerce, il y en a plein et de superbes, d'ailleurs j'en ai une collection incroyable chez moi. Par contre, c'est vrai que des fois je n'arrive pas à trouver l'oracle qui est vraiment complètement adapté à mes besoins. Et donc, du coup, je me suis dit que finalement, par le biais aussi de mon expérience avec le pendule, avec les différentes grilles, les différentes propositions de réponses qu'on peut avoir, qui est quand même assez étoffée, pourquoi pas créer aussi du coup des réponses qui pour moi me permettent en tout cas d'avoir une direction et ensuite de voir comment les ressentis viennent compléter les choses. Et ça, du coup, depuis que je fais ça, c'est juste fou parce que bah, parce qu'en fait, c'est une passion. Je me rends compte que, en plus, ça vient vraiment travailler sur mon côté graphiste que j'avais avant, dans ma vie d'avant. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai quitté un poste de graphiste euh, que j'ai fait pendant 20 ans pour devenir énergéticienne. Et donc, finalement, ma vie d'avant me sert maintenant parce que je peux me servir de cette expertise-là, de cette expérience pour créer du coup des supports qui, dans un premier temps, m'accompagnent moi et je vois bien que ça commence à titiller certaines personnes qui me disent: «Waouh, ils sont jolis, j'aimerais bien tout ça». Donc pourquoi pas, dans un futur proche, proposer, certaines de mes créations pour ceux qui le désirent et ça serait vraiment alors là, encore une étape, hyper marquante pour moi. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas voilà, ça pourrait faire partie, de quelque chose qui me ferait, grandement plaisir. Ensuite, alors après, on me demande si, quand je vois une info dans un lieu ou une photo, est-ce que je réagis à chaque fois? Est-ce que j'analyse à chaque fois? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours un œil qui traîne et que je suis toujours très attentive à la moindre sensation, à la moindre énergie, au moindre signe. Donc oui, je vais avoir tendance toujours à regarder quelque chose. Je vais peut-être avoir même tendance à regarder au-delà de la photo classique, c'est-à-dire que quelqu'un de lambda va regarder la photo de groupe, par exemple, mais moi, par contre, je vais être amenée à voir un petit peu bah, ce qui se cache derrière. Donc ça peut être des fois un objet improbable qui se présente, ça peut être une forme d'arbre derrière, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, et ça j'y repense parce que j'ai le souvenir comme ça d'une femme qui m'avait envoyé une photo pour un tirage de cartes. Et en fait, sur la photo qu'elle avait choisi de m'envoyer, il y avait des lumières de partout autour d'elle. Et ça faisait vraiment comme s'il y avait plein de monde en fait, plein d'anges. Et c'est vrai que du coup, dans sa lecture d'âme qu'on a faite ensuite, bah, il y avait la présence de beaucoup de guides autour d'elle. Et du coup, sur la photo, c'était flagrant. Comme des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des photos, il y a un grand, par exemple, une porte sombre derrière, donc ça fait un espace sombre derrière, et qu'on voit qu'il y a une grosse fuite énergétique. Et, enfin, c'est assez. Pour moi, je le dis encore, hein, mais une autre de mes phrases fétiches, c'est il n'y a pas de hasard. Donc, en fonction des photos, souvent c'est très très révélateur. Donc, oui, c'est vrai que j'ai tendance quand même à être assez au taquet sur plein de petits détails que les gens ne font pas attention au quotidien, mais finalement qui peuvent changer beaucoup de choses, ou en tout cas qui peuvent en dire beaucoup, parce que c'est pareil, je suis passionnée par le langage du corps, et donc j'analyse beaucoup les postures, et pour moi je trouve que c'est tellement révélateur, parce que l'humain est très très doué aussi pour faire semblant. Et c'est absolument pas méchant quand je dis ça, mais c'est vraiment pour dire que souvent il faut aller, en tout cas dans ma profession, il faut souvent aller chercher derrière l'arbre qui cache la forêt. Et là, c'est vrai que du coup, c'est tous ces tips-là de langage, de corps, de tout ça, me permettent effectivement bah, de trouver une certaine vérité et de pouvoir aller creuser profond et aller me reconnecter à cette partie
de la personne qu'elle veut pas montrer, tout simplement par peur la plupart du temps. Donc oui, quand je vois un lieu ou une photo, ouais, et un lieu en photo, c'est encore pire. Il y a des photos que je regarde, des fois quand vous m'envoyez pour des nettoyages de lieux, je me mets à bâiller, 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 si ce n'est autre chose, parce que du coup, il y a quelque chose à nettoyer. Donc c'est très fréquent. Donc voilà, on va passer justement, sans transition, au nettoyage énergétique des espaces, parce que justement ce lien invisible, eh ben, il se manifeste partout dans les lieux et donc dans les nettoyages. Et vous êtes quand même assez nombreuses à me poser la question, parce que ça vous fascine les histoires que je peux vous raconter sur les nettoyages de maison, parce qu'il se passe quand même souvent des choses assez folles. Donc voilà, donc là, dans cette partie-là, on va parler de mon approche du nettoyage, de mon évolution et de mon rapport au lieu. Donc voilà quelques questions. Il y en a, allez, 4 questions pour mieux comprendre ma pratique de nettoyage énergétique dans les lieux. Alors, comment as-tu évolué dans ta pratique des nettoyages? Alors c'est drôle parce que c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans un peu quand j'étais petite. Non, je plaisante. C'était au début de ma formation. Enfin, quand je suis devenue maître Reiki. Comme je le disais tout à l'heure, ma formatrice m'a très rapidement dit que j'avais un potentiel pour faire ça. Et là, je me suis dit, waouh, je me suis souvenue de plein de maisons hantées que j'avais vues. Et je me suis dit, ah non, mais moi, c'est impossible, je peux pas voir des défunts comme ça tout le temps, ça va me faire peur en fait. Et finalement, effectivement, le fait de fermer les yeux et de demander à être mis derrière un écran de protection, bah, ça aide énormément. En tout cas, ça me retire ce stress et ce ressenti vis-à-vis des défunts. Et donc j'ai fait mes premiers tests avec elle pour passer mon examen. Et puis ensuite, je me suis lancée. Ça a été l'appartement d'une femme qui m'avait dit que son mari ne supportait pas de rester dans cet appartement. Dès qu'il était là, il était furieux tout le temps, il se mettait en colère tout le temps, alors qu'ils avaient une belle vie, un bel appartement, une belle déco, 2 enfants en bonne santé, un bon niveau de vie. Enfin voilà, il y avait rien qui pouvait venir perturber tout ça. Sauf qu'effectivement, dès qu'il était dans l'appartement, c'était l'enfer pour lui et il se sentait très mal. Il avait tout le temps, tout le temps, tout le temps envie de sortir, il voulait pas rester chez lui. Donc, quand j'ai fait le nettoyage, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui perturbaient son quotidien. La seule pièce qui était plutôt cool, c'était la chambre de ses filles. Et il y avait beaucoup d'amour dans cette chambre. Par contre, tout le reste de l'appart, c'était une catastrophe. Donc, le nettoyage s'est fait avec les techniques que j'avais apprises. Et puis aussi une grosse dose de confiance, hein, parce que c'est encore différent par rapport aux soins physiques, enfin aux soins qu'on peut faire énergétiques sur les gens. Il y a vraiment un côté où on ne sait pas à quoi s'attendre en fin de compte. Donc c'est assez déroutant. Et en fait, il faut vraiment laisser venir les choses, les informations et gérer. De toute façon, on est accompagné systématiquement. Et une fois de plus, il faut toujours se mettre en sécurité, avoir des protocoles avant de commencer, de façon à ne pas être impacté par ces nettoyages de lieux. Et depuis, en fait, une fois que le soin a été terminé, le retour a été que, parce que lui, il n'était pas au courant en fait que sa femme faisait faire le nettoyage de la maison, et je le faisais à distance, je précise, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé au départ. Il est rentré chez lui le soir, il était beaucoup plus détendu, et le week-end qui a suivi, en fait, il a changé toute la déco, la peinture des murs, tout ça, et depuis, ça se passe super bien chez lui. Je vous raconte ça, ça fait maintenant au moins 5 ans. Donc voilà, ça a été pour moi mon point de départ. Et depuis, en fait, à chaque fois, chaque site est différent, chaque maison est différente. Et donc en fonction de ça, des fois je dois m'adapter, des fois j'ai des informations qui me viennent pendant le soin. Et ça m'indique qu'il faut que je travaille plus avec des énergies angéliques ou des énergies égyptiennes ou des énergies avec les élémentaux, peu importe. Et là, par contre, c'est vraiment ne pas se limiter à des protocoles classiques. C'est vraiment, moi, je bouquine plein de choses sur le sujet. Je teste aussi beaucoup de choses. Je fais beaucoup de prières également. Donc ça aide, ça sécurise, ça canalise. Et puis après, c'est comme quand on a une bonne recette.
Ensuite, on s'en resserre et puis on l'adapte en fonction aussi des besoins. Et puis bah, une fois de plus, on essaye de se faire confiance et on fait de son mieux de toute façon et c'est toujours bénéfique. Deuxième question, qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'aborder ça entre tes débuts et aujourd'hui? Alors, bonne question. Qu'est-ce que ça a changé? Je me mets quand même beaucoup moins la pression. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, je dirais protocolaire. Alors, je fais quand même des protocoles toujours hein, avant de commencer. Ça, c'est évident, ça ne changera pas. Par contre, pendant le nettoyage, je suis plus au ressenti que à vouloir absolument cocher les cases d'un protocole particulier. Chose que je pouvais faire un petit peu au départ, où du coup, je me disais, bon alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là maintenant, en fait, je pars vraiment, je plonge dans le soin et je fais sur place, en fait. Enfin, sur place. Je fais à l'instant T et je ne suis pas à checker mes étapes. Donc en fait, c'est plus, je dirais plus de fluidité et du coup, je ne m'empêche pas de faire bosser différentes énergies ensemble en fait. Je laisse venir les choses et je suis par contre toujours, toujours, toujours très, très respectueuse de ce que les lieux me disent. C'est-à-dire que si je n'ai pas le droit de faire le nettoyage à ce moment-là, je ne le fais pas. Si je vois une entité qui ne veut pas partir pour une raison X ou Y, je le respecte, je laisse faire. Bref, il y a des codes à avoir et ça, on ne peut pas apprendre ça dans les livres. On peut glaner des informations dans les lectures, mais après, c'est de l'expérimentation et les choses se mettent en place dans la logique. Et il faut toujours, par contre, être vigilante pour la sécurité parce qu'il y a des entités qu'il ne faut pas toucher, bien évidemment. Et puis, il y a celles qui essayent de se moquer un petit peu de vous. Et là, il faut se faire respecter, toujours. Ensuite, est-ce que tu coupes avec l'énergétique en vacances? Alors, c'est pareil. Oui et non. C'est-à-dire que moi, personnellement, je nettoie toujours le lieu où je vais aller en vacances pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que ça a pu m'arriver, donc maintenant je ne veux plus. Donc il y a quand même des pratiques que je fais avant de partir et que je peux même faire en arrivant pour être bien. Après, c'est vrai que quand je suis en vacances, je suis un petit peu moins sollicitée énergétiquement. Par contre, je pense toujours à couper les énergies quand j'ai croisé beaucoup de monde. Je vais me purifier régulièrement. Souvent, quand je suis en vacances, soit je suis au bord de la mer, soit je suis près d'une source d'eau. Donc, de toute façon, j'en profite pour me purifier à ce moment-là. On peut se purifier très simplement hein, avec le vent, tout simplement, en se reconnectant à la terre. Alors oui, je le fais pas forcément tous les jours, c'est vrai, parce que comme je suis moins connectée et que je ne travaille pas sur les gens, en soi, j'ai pas ce besoin. Mais du coup, quand je reviens de vacances, là par contre, il faut que je remonte le niveau parce que je vais être de nouveau fortement sollicitée. Mais j'ai remarqué que souvent quand j'étais en vacances, c'est un peu comme si les énergies, elles me laissaient tranquille. C'est assez étrange en fait, mais il y a comme une espèce de déconnexion universelle, on me laisse en récup. Donc non, c'est fou, mais c'est magique. Est-ce que tu ressens le besoin de nettoyer partout où tu vas? Non, pas nécessairement. Non, parce que je me suis déjà fait surprendre. Et puis, je passerai mon temps à ça, en fin de compte. Donc, je sais, par exemple, que dernièrement, je suis partie quelques jours faire une cousinade. J'avais envie que tout se passe très bien parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas tous retrouvés ensemble et qu'on allait en plus dans une vieille bâtisse. Donc, du coup, j'ai nettoyé. Ça oui, ça c'est sûr. Quand je pars en vacances, oui, la plupart du temps, quand c'est une location, il y a les énergies des gens dedans, donc oui, je nettoie. Maintenant, quand je pars dans de la famille, non, je nettoie pas systématiquement les lieux. Si, une fois arrivée, je sens qu'il y a quand même un truc qui va pas, je vais avoir tendance à faire un petit truc pour mon confort personnel. Mais sinon, non, je passe pas mon temps à nettoyer tout le monde et à nettoyer les lieux de là où je vais partout. Par contre, je peux sentir qu'effectivement, un lieu est chargé ou pas. Quand je fais des visites dans un château ou autre, des fois, c'est folklore, quoi. Donc, si je sens l'appel d'ouvrir une porte parce que justement, il y a des âmes qui ont besoin de passer, là, je vais le faire.
Par contre, non, systématiquement, c'est pas quelque chose que je fais sans arrêt. Alors, on va passer à la partie 4. Ce que je préfère faire. Alors là, la question, c'est sur les soins, les tirages, les nettoyages, la création. Euh, Ce que tu préfères faire entre soins, nettoyage, tirage, création, accompagnement. Et j'ai le droit de dire tout. J'aime tout faire. Euh, je ne sais pas comment expliquer. En fait, la chance que j'ai en faisant ce que je fais, c'est que mes semaines ne se ressemblent pas. Alors oui, des fois, je vais faire beaucoup de soins toute une semaine et je vais pas faire du tout de nettoyage de lieu. Et puis, il y a des semaines où je vais en faire plusieurs dans la même semaine. Il y a des semaines où je vais faire beaucoup de tirages et puis après, je vais plus en faire du tout. Et alors, les créations, c'est vrai que c'est vraiment pas constant. J'ai vraiment des moments où je prends un pied incroyable à me mettre à la création. Surtout, j'adore tester plein de nouvelles façons, méthodes. Moi, ça me fascine. Je suis très curieuse de tout ça et une fois que j'ai compris, bah, soit ça disparaît dans le sens où bah, je ne referai plus, soit du coup je vais continuer, mais par petites touches. Donc j'ai vraiment des temps aussi où j'ai besoin de beaucoup créer pour souvent me libérer de certaines énergies de la journée, des énergies lourdes. Pendant un moment, je tissais beaucoup. J'avais besoin de faire du crochet, de faire des bracelets, de faire des attrape-rêves. Ça me soulageait énormément. Et en plus, ça m'ancre énormément aussi. Ça m'oblige à être dans l'instant présent. Donc je dirais qu'en fait, c'est plein de petites récréations. Enfin, là, on va pas se mentir, les créations, pour moi, c'est des récréations. C'est hyper agréable. Quand je vous fais un bijou, j'utilise beaucoup d'énergie. Mais en fait, je sais qu'ensuite, le bijou, il sera chargé en énergie et ça sera top pour vous. Donc ça me fait toujours hyper plaisir. Et quand en plus, on me fait faire des créations pareilles que j'attendais pas, ça me challenge aussi. Donc non, franchement, j'adore. Je suis une créatrice dans l'âme, j'adore ça. Je fais ça tout le temps. Dans tous les domaines de ma vie, j'adore créer. Donc du coup, voilà, ça c'est mon petit kiff à moi. Et après, alors, moi, ce que j'adore, effectivement, c'est vous recevoir, c'est parler avec vous, c'est voir la lumière qui s'allume dans vos yeux, c'est vous faire découvrir des nouvelles techniques. Par exemple, quand je fais du bol tibétain au-dessus de vous, ou justement les diapasons, c'est vous faire sentir des huiles essentielles qui vous accompagnent. Bref, il y a plein de choses comme ça que j'adore faire. Et comme c'est différent pour chaque, en fait, je crois que j'ai pas de routine. Donc j'ai pas une préférence plus qu'une autre parce que comme chaque soin ou chaque nettoyage est différent, c'est sûr qu'il y a des soins que je préfère. On va pas se mentir. Il y a des soins, c'est juste une expérience folle. Il y a une connexion incroyable. On voit des choses folles. On passe un moment délicieux. Bon, c'est 90% de mon temps, hein. Et puis il y a des soins qui sont un petit peu plus calmes. La personne est un peu plus fermée. C'est un petit peu moins sympa. Ça arrive. Mais dans l'ensemble, c'est toujours très chouette. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer, que ce soit à distance ou en présence. Il y a toujours de beaux échanges et de belles connexions qui se créent. Et il y en a qui sont restés depuis très longtemps, de très fidèles. Donc ça fait très plaisir. J'en profite encore pour vous remercier. Ce qui te met en joie, ce qui t'aligne le plus. Bah, je crois que j'ai déjà répondu en fait. Ce qui me met le plus en joie, c'est de pouvoir, bah, par exemple, quand je fais le podcast, j'avoue. Si, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ce qui me met vraiment en joie, c'est de faire le podcast parce que je sais que je vais passer un bon moment derrière le micro, parce que je vais vous passer plein d'infos, parce que je m'éclate à le faire et parce que j'adore aussi vous guider avec mes méditations. Ah oui, c'est vrai, je suis en train d'y penser. Les accompagnements actuellement que je fais personnalisés, où du coup je crée des méditations sur mesure, des protocoles sur mesure pour vous, ça m'éclate total en ce moment. J'adore ça. Je vous crée des audios où du coup je fais la musique, enfin je fais pas la musique, je récupère des musiques libres de droit et ensuite par-dessus, je viens étoffer avec des sons, enfin des bruitages en fait, pour vraiment que ce soit immersif pour vous. Et je vous accompagne justement dans des protocoles à écouter
le matin pour vous mettre vraiment au top du top. Alors j'ai eu des propositions pour justement se sentir en sécurité le matin, pour passer une bonne journée. J'ai même eu des protocoles à faire pour vous préparer quand vous tirez les cartes, pour être bien connecté. J'adore en fait. Vous êtes ma source d'inspiration de toute façon, on va pas se mentir. J'ai déjà plein d'idées, mais alors vous aussi, vous venez compléter ma liste. Et j'adore parce que quelque part, vous me canalisez aussi. Vous me permettez de voir ce qui est important pour vous et ce qui pourrait effectivement être utile plutôt que de proposer des choses qui ne vous parlent pas du tout. Parce que mon but, c'est ça aussi, c'est de vous accompagner au plus juste. Donc oui, je dirais que ce qui met le plus en joie, c'est le podcast et les accompagnements audio. Ça, c'est vraiment des moments que j'adore parce que ce moment de création, de partage, c'est top. J'adore. On va passer à la partie 5, blocage, motivation et mindset. Alors, la thématique, c'est un petit peu du coup les coulisses, mon moteur interne et puis les moments plus durs. Première question qui a été posée, d'où vient ton énergie pour lancer tous tes projets? Alors ça, si je le savais, je ne sais pas. Même mon mari ne sait pas, il n'a pas encore trouvé le bouton off. Il aimerait bien. Je crois que je suis fortement connectée à ma féminine, donc à mon intuition, du coup à tout ce qui peut venir de là-haut, ma créativité. Donc à partir du moment où... Et puis, je me reconnecte aussi progressivement à mon enfant intérieur, hein. Donc mon enfant a envie de s'amuser, donc je suis les envies de mon enfant. Et en fin de compte, ce qui m'inspire aussi, parce que j'y pense en même temps que je le dis, c'est vrai aussi que ma fille me motive. Ma fille, elle a cet émerveillement. Quand elle voit des choses, elle trouve tout magique. Et en fait, je crois que j'ai vraiment eu envie de la copier à ce niveau-là pour retrouver mon âme d'enfant, mon âme créatrice. Et finalement, maintenant, je ne me mets plus du tout de restrictions, de barrières. Je l'ai toujours dit, je le dis très très souvent, si on pouvait me laisser une nuit dans Cultura, je crois que ce serait une des meilleures nuits de ma vie, parce que je crois que je testerais tout en fait. Donc vraiment, cette énergie que j'ai pour me lancer, bah, c'est l'envie de tester. Je crois que ma mère m'a toujours dit, enfin elle me dit toujours qu'elle fait des tests. Elle teste tout. Elle teste un plat. Elle a été malade avec des crevettes, mais c'est pas grave. Elle remange des crevettes parce qu'elle veut être sûre que c'est bien les crevettes qui l'ont rendue malade. Donc finalement, je crois qu'il y a une part d'elle à l'intérieur qui dit, bah, de toute façon, on fait le test, tu verras bien. Et puis, il y a cette curiosité. Mon signe, je suis Gémeaux, donc les Gémeaux sont curieux, ils sont très optimistes, ils sont très joueurs, donc je crois qu'il y a plein de choses aussi de ça qui en découlent dans mon caractère. Mais en fait, je crois que c'est l'envie de ne pas m'ennuyer. Donc j'ai besoin de m'occuper sans arrêt et enfin sans arrêt, j'aime bien prendre des pauses aussi quand même, mais c'est vrai que j'aime la nouveauté, j'aime pas la routine et donc la nouveauté pour moi c'est ça en fait, c'est ce moteur-là, c'est d'être toujours dans la découverte et la découverte du kiff en fait. On va pas se voiler la face, c'est vraiment ouais, de découvrir plein de nouvelles choses, j'adore. Là en ce moment, j'ai découvert les bains sonores, j'adore ça. Je trouve ça fabuleux. C'est un moment exquis, c'est un moment de connexion à soi, c'est un moment de voyage, de partage, enfin, c'est fabuleux. Donc ça me donne des idées. Est-ce que tu vis des blocages et comment tu les dépasses? Très très bonne question, parce que oui, je ne suis pas qu'amour et soleil, on va pas se mentir. J'ai aussi ma part d'ombre qui par moment effectivement se représente. Ça peut des fois se déclencher après un soin avec une cliente parce qu'elle vient finalement réveiller quelque chose en moi. Ça peut être avec une rétrograde de Mercure, ça peut être avec une tempête solaire, ça peut être avec plein de choses. Ça peut être aussi dans mes relations familiales, amicales, professionnelles, où du coup il y a pu y avoir justement des couacs et du coup ça me fait travailler quelque chose parce que bah, ça me met face à peut-être une blessure, peut-être une peur, une angoisse. Donc oui, quand ça se présente, c'est vrai que c'est désagréable. Et donc dans ces cas-là, alors certes, il y a des techniques que je connais, me connecter à ma part d'ombre par exemple. Alors elle m'apporte des informations.
Maintenant, j'ose aller la voir. Avant, j'osais pas. Je savais pas où elle était. Maintenant, je l'ai trouvée. Elle m'indique beaucoup de choses. En général, c'est à moi aussi de vouloir l'écouter. Souvent, je me laisse du temps aussi, parce que quand je me sens pas bien, quand il y a un truc qui va pas, prendre du repos, ça fait aussi beaucoup de bien. Il faut recharger les batteries. Le corps le montre, hein, de toute façon. Si on l'écoute pas, ça pète. Donc dernièrement, je me suis retourné la cheville. Enfin, c'était en début d'année. J'ai compris, en fait, je prenais pas le bon chemin. Donc, comme quoi, on a beau être éveillé, bah, comme on le dit souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Maintenant, j'y fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention. Et puis, bah, après, on va pas se mentir, c'est d'aller demander de l'aide à l'extérieur quand vraiment on a fait le tour de plein de techniques. C'est vraiment d'aller demander bah, à quelqu'un de confiance, un autre thérapeute, un coup de main. Moi, c'est ce que je fais. Quand vraiment je sens que je n'ai pas réussi, je me dirige vers la personne adaptée pour m'accompagner. Et très souvent, bah, ça rentre dans l'ordre. Mais il y a aussi ce travail d'introspection qui est essentiel. C'est comprendre ce qui nous bloque, pourquoi y faire face, et essayer de transmuter la chose. Être très bienveillant avec soi, c'est pas parce que justement on vit quelque chose de compliqué et qu'on se sent nul ou quoi que ce soit que c'est dramatique. Au contraire, il faut arriver aussi, et c'est ça le plus difficile, à se lâcher un peu la grappe, à pas vouloir tout le temps être au top. Euh, Écouter son entourage, parce que moi je sais que souvent mon entourage me le dit. Mon mari en l'occurrence me dit pose-toi, arrête-toi, repose-toi. Et c'est vrai que dans un premier temps ça peut m'agacer de temps en temps, et puis maintenant je sais que je l'écoute parce qu'il a cette sensibilité qui fait que, sans comprendre d'où ça vient, en fait, il a le bon message à me passer, quoi. Donc du coup, maintenant, je fais très très attention à toute sa sagesse masculine qu'il me transmet. Euh, Ensuite, comment tu fais quand tu doutes ou que tu te sens à plat? Alors, bah déjà repos. Repos, je coupe tout. Je coupe tout, je ne vais plus sur les réseaux. Alors, souvent, c'est pas très long, hein, mais ne serait-ce qu'un week-end ou quelques jours. Alors, j'ai toujours une petite présence quand même sur les réseaux parce que je suis pas encore complètement désintoxiquée d'Insta. Mais c'est un petit œil. Je jette un petit œil, je poste une petite story pour garder un contact. Mais sinon, non, moi je me déconnecte, je fais du jardinage, je vais me promener, je bouquine, je fais des loisirs créatifs d'ailleurs, que j'adore. J'écris beaucoup, 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 beaucoup. Quand je doute, quand il y a quelque chose qui me tourne en boucle dans la tête, j'ai un carnet et j'écris dedans. Et ça me fait un bien fou, ça me libère énormément. Je peux faire aussi plein de pratiques, type lettre de libération, petit bonhomme allumette. Mais j'avoue que ce qui est quand même le plus puissant pour moi, c'est l'écriture, le journaling. Le journaling, ça c'est fort. Après, c'est aussi de pouvoir discuter à cœur ouvert avec une personne. C'est de partager ses soucis, ses inquiétudes, ses questionnements avec une personne de confiance. Et quand je suis vraiment, vraiment à plat, bah, c'est aller faire un tour en nature et prendre un bon bain aussi pour se rebooster. Faire un autotraitement également, ou alors carrément recevoir un soin. Ça, c'est bien. Ou un massage. Aller chez le coiffeur, prendre soin de soi en fait. Ça peut être ça, ça peut être faire un truc qui nous fait plaisir, manger quelque chose qui nous fait plaisir, écouter une musique qui nous fait plaisir. Donc bref, il y a plein 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 de choses. Moi en l'occurrence, euh, ouais, c'est vraiment le bain, ça c'est sûr, le journaling, ça c'est sûr, et puis c'est me changer les idées, faire autre chose. J'aime bien aussi quand je suis un peu à plat, c'est écouter des musiques que j'écoutais quand j'étais ado. Je vais me reconnecter en fait à cette énergie-là. Ça peut être regarder un film pareil que j'adore ou une série que j'adore. C'est un peu des doudous finalement, mais ça fait aussi du bien. Donc, euh, donc ouais, ça peut être, puis passer des moments en famille bien évidemment, mais c'est vrai que des fois quand on est vraiment très fatigué, la présence des autres peut être même épuisante. Donc dans ces cas-là, ce que moi je dis à mes proches, c'est qu'il faut me laisser un petit peu d'espace pour que je puisse de nouveau être à même d'être présente.
j'ai vraiment besoin qu'on me fiche la paix, en fait. Et je me recharge doucement. Donc voilà. Mais ça, c'est sûr que, il y a des moments où c'est plus ou moins facile et puis, demander de l'aide. De toute façon, demander, de l'aide, pour moi, c'est la base. On peut pas tout faire toute seule, on peut pas tout porter toute seule et que ce soit dans la vie physique, pour un foyer, par exemple, on peut pas tout gérer, c'est pas possible. Enfin, sauf quand on est vraiment toute seule, là, effectivement. Mais je pars du principe que quand on vit, avec, une personne et qu'on a des enfants qui sont en âge de filer un coup de main, bah, en fait, c'est pas déconnant de leur demander un coup de pouce, quoi. Ils vivent dans la maison, ils salissent, comme nous, donc ils peuvent aussi ranger comme nous. C'est juste à nous de nous dire que ça sera peut-être pas fait comme nous on aime, mais que ça sera fait quand même. Ça, c'est le plus dur, mais il faut passer le cap. Ensuite, on va continuer avec la partie 6, donc anecdotes et expériences fortes. La thématique, du coup, c'est l'invisible vécu, la magie, les souvenirs vibrants. Première question, est-ce que tu peux nous partager une expérience énergétique marquante? Nettoyage, canalisation, communication invisible. Oui, bah oui, bien sûr. Alors en termes de soins, il y en a un qui me revient systématiquement en tête. Ça a été un soin complètement incroyable. J'ai une femme qui est venue avec sa sœur parce que sa sœur avait perdu un proche, quelqu'un qu'elle aimait. Et cette personne est partie assez rapidement, violemment. Et en fait, elle était complètement, comment dire, bah, dans un état de déprime. Elle avait plus goût à rien, l'ombre d'elle-même. Et sachant que cette personne-là, je l'avais déjà vue quelques années auparavant, donc je ne reconnaissais pas la même personne, c'était incroyable. Et arrivée là, donc elle me raconte son histoire, chargée d'émotions bien sûr, et je sens qu'en fait elle est encore très attachée au défunt, et je me dis qu'en fait elle le laisse pas partir, et que le défunt il a besoin de partir, parce que mais lui non plus, il a peur de la laisser quoi. Donc bref, il y a un lien qui est assez puissant. Et on s'installe pour faire le soin et au moment où je pose ma main sur sa tête et je m'adresse en fait, intérieurement en fait à ce défunt qui est avec nous, hein, pendant le soin, je le sens. Il s'est passé un truc incroyable. Le plafonnier de ma salle de soins, qui donc était allumé mais en mode, tamisé en fait, hein, s'est allumé mais, lumière blanche, mais à fond. Et après il s'est mis à clignoter. Et alors là, ça a été juste fou parce que c'est pile poil le moment où bah, j'ai demandé en fait à ouvrir la porte de lumière et où j'ai vu le défunt passer dans la lumière. Et ma cliente, qui était du coup les yeux fermés, a vraiment eu l'impression d'entrer dans la lumière. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois la lumière. Et en effet, ça a été juste incroyable parce que justement, ça a été action-réaction. Donc ça a été fou. Ça a été vraiment fou cette expérience-là. Elle m'a vraiment fortement marquée. J'y repense encore maintenant alors que ça fait au moins 2 ans. Et ça a été libérateur parce que depuis, en fait, bah, la jeune femme va beaucoup mieux. Elle s'est sentie directement après le soin beaucoup plus légère, apaisée, avec beaucoup plus d'énergie. Bah, forcément, elle l'a laissé partir. Elle était plus sa réserve d'énergie. Donc voilà, tout le monde a retrouvé sa place. Et ça a été juste fou, quoi. Donc voilà, ça a été un soin qui m'a extrêmement marquée. Ouais, touchée aussi également. Et puis, bah, pour continuer, une anecdote que tu n'oublieras jamais. Mais en fait, j'en ai plein. J'en ai plein, plein, plein. Mais une dernière là, une des récentes qui s'est passée, j'ai reçu un homme qui était un peu perdu, qui avait l'impression d'avoir une malchance incroyable sans arrêt en fait, la poisse, le mauvais œil, tout. On lui avait jeté un sort, tout ça. Et arrivé là, on discute, il m'explique que bah, il est plutôt négatif, il croit pas trop à grand chose, tout ça, bon. Et arrivé là, dans la conversation, je sens en fait
en sa, en sa présence, déjà, je sens qu'il y a une connexion particulière. C'est comme si mon âme reconnaissait la sienne. C'était assez troublant. Et ensuite, je comprends que, en fait, il est passeur d'âme, mais qu'en fait, il n'en a absolument pas la conscience. Je lui explique que, un petit peu en quoi consiste le fait d'être passeur d'âme, et je lui dis que, à mon sens, il doit souvent, dans son métier ou dans ses activités, vivre des choses qui sont rattachées au passeur d'âme. Et là, je lui dis, mais d'ailleurs, tu fais quoi comme métier? Et là, il me dit, bah, je suis serrurier. Donc j'ai éclaté de rire, parce que bah, du coup, en fait, il passe sa journée à ouvrir des portes. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que quand il est venu me consulter, il avait fait une exploration urbaine, donc il avait fait de l'urbex. Donc c'est-à-dire qu'il va dans des lieux qui sont fermés, abandonnés, et donc lui, il va visiter, sans rien déranger, bien sûr, ces lieux-là pour voir un petit peu bah, ce temps qui est figé finalement dans un lieu. Et il a visité une chapelle qui était très ordonnée, tout ça, mais qui n'avait jamais été ouverte. Et quand il est rentré dans cette chapelle, il a senti en fait une énergie très particulière qu'il n'a pas su retrouver quand il y est retourné. Mais par contre, pour la petite histoire, et ça je ne l'ai pas précisé, moi dans la lecture d'âme avant que je le rencontre, il m'en avait pas parlé de ça. Moi j'avais lu, enfin, dans sa lecture, que il avait été dans un lieu et il avait fermé une porte sans s'en rendre compte. Donc ça a bloqué certaines entités qu'il a gardées sur lui. Et en fait, quand il m'a expliqué ça, j'ai tout compris. Donc à ce moment-là, en fait, je lui ai expliqué que quand il va dans certains lieux, il a cette capacité, sans s'en rendre compte, c'est inné chez lui, de venir fermer les portes qui nécessitent d'être fermées. Et il l'a fait. Et donc il s'est retrouvé avec des pollutions sur lui, malheureusement. Et de ce moment-là, en fait, il est reparti de la séance, donc il a été nettoyé, harmonisé, tout ça, plein de conseils pour mieux se protéger. Et il a fini quand même par me dire que bah, il avait, il y a quelques années, pratiqué le pendule et les cartes. Donc ça m'a fait rire beaucoup, parce que pour quelqu'un qui était très terre à terre, au final, il y avait quand même une belle part spirituelle déjà qui était présente. Et je lui ai expliqué qu'en fait, il fallait qu'il se fasse plus confiance par rapport à sa part féminine. Et ça a transformé son énergie d'un coup. C'est-à-dire qu'il a laissé le temps passer avant de me recontacter pour m'expliquer. Et il m'a confirmé qu'effectivement, depuis qu'il était parti du soin, il avait eu plein de compréhension et que ça y est, il se sentait du coup beaucoup plus aligné et que ça avait changé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, moi, ça a été vraiment cette anecdote-là qui m'a marquée là dernièrement, parce que ça a été juste fou. Tout, toutes ces confirmations, et en plus il l'a vraiment dit avec tellement de spontanéité. Bah ouais, je suis serrurier. Bah ouais, bah en fait t'es passeur. Donc voilà, ça a été vraiment l'anecdote la plus marquante là sur ces derniers temps, mais en fait il y en a plein. J'en ai plein. J'adore les partager, et d'ailleurs quand je côtoie certaines personnes dans ma sphère privée, souvent on me pose des questions, on me dit alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Tu as toujours des trucs de fou à nous raconter? Donc je préserve toujours bien évidemment l'anonymat de mes clientes et de mes clients, mais je raconte souvent les faits, et c'est vrai que j'ai cette chance d'être au cœur de certaines actions et de voir certaines choses qui sont juste waouh. Donc, donc comme quoi, je ne peux pas dire que je ne peux pas croire à l'invisible, parce que moi, je le côtoie, l'invisible. Et les personnes qui sont fermées, je l'entends, parce que elles peuvent avoir peur de ça. Mais vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ouvrez-vous à l'invisible, parce que en fait, vous passez à côté de certaines choses juste folles. Alors, certains diront flippantes, mais il n'y a pas que. Il y a aussi de très très belles choses. Il y a de belles synchronicités. Il y a des messages incroyables qui peuvent être passés par vos guides, par le biais de chansons. Moi, je sais que des fois, j'ouvre mon appli de musique, je lance le flux aléatoire, et en fait, tous les titres des chansons me créent une phrase. C'est juste fou. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, osez vous connecter au subtil, osez vous connecter à vous-même, à votre déesse intérieure, parce que vous allez avoir de super belles surprises, quoi.
Voilà mes déesses, j'ai répondu à vos questions du mieux que je pouvais, avec le cœur ouvert et le canal branché. J'espère que cet épisode t'a éclairé, t'a inspiré ou simplement fait du bien. Peut-être que tu t'es reconnu dans mon parcours, dans mes doutes, dans mes pratiques. Peut-être que tu as reçu un petit signe de rien du tout en m'écoutant. En tout cas, si tu es là, c'est que ce chemin, il t'appelle. Et je te le dis à toi, fais-toi confiance. Oui, toi, même toi là, qui est en train de douter, qui est en train de dire, ouais, bon, facile à dire. Si, si, je te jure, toi aussi, tu peux te faire confiance. Fais-le un pas après l'autre. Et même quand c'est flou, même quand t'as pas les mots, en fait, l'énergie, elle sait. Alors, merci encore pour votre présence depuis 1 an, parce que c'est tellement précieux pour moi. Et si tu veux continuer l'échange, tu peux venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode, me poser peut-être d'autres questions, et puis parler de sœur d'âme à sœur d'âme, qui sait, si on en a besoin, et si du coup on peut reconnecter quelque chose en toi. Surtout n'oublie pas, réveille ta déesse et le monde s'aligne. Tu as aimé cet épisode? Je te donne rendez-vous très vite pour un épisode hors série inspirant. En attendant, tu peux me soutenir en me laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Tu peux également me liker, commenter et partager avec tes amis DS pour créer une vague de bonnes énergies. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites découvrir mon univers, rendez-vous en description, tu y trouveras tous mes différents réseaux. Je te dis à très vite et surtout, wake up DS!